L'histoire d'Andrew Wilkinson est vraiment particulière. Et elle change des histoires de milliardaires de la tech américaine. D'une part, parce qu'il n'est pas américain, il est canadien. Donc, il n'est pas né à San Francisco, il n'a pas grandi dans la Silicon Valley. Il était déjà pas né au bon endroit, si on peut dire. À 18 ans, il bossait comme barista. Vous savez, les baristas, c'est les gars qui vous préparent votre café dans les genres de Starbucks. Mais il n'y a pas que Starbucks, il y a plein d'autres boutiques de ce genre-là. Donc ça, généralement, c'est pas la marque d'un fils à papa. Donc déjà, on savait qu'il était pas né au bon endroit, il avait pas les relations ni l'argent au départ. Donc il va y avoir quelque chose de particulier. En plus, il était dans un très mauvais timing puisque son histoire commence en 2005, c'est-à-dire quelques années après l'éclatement de la bulle Internet. Et pour ceux qui n'ont pas connu, la bulle Internet, elle s'est produite de la fin des années 90 à 2000. Et c'était une époque où, comme aujourd'hui avec l'IA, il suffisait que vous créiez un site Internet pour que plein de gens aient envie de mettre de l'argent dessus parce que c'était sûr que ça allait grandir, que ce soit dans l'e-commerce ou autre. Et en fait, il y a eu beaucoup de déchets. Voilà, cette phase de folie était passée. Donc en gros, il arrivait trop tard. Mais tous les jours, vers 10 heures, il voyait des gars qui arrivaient, qui avaient la tête bien enfarinée, comme s'ils venaient à peine de se réveiller, et qui ensuite passaient la journée à boire des cafés et à être sur leur ordinateur. Là, au bout d'un moment, ils craquent, ils leur demandent « Mais qu'est-ce que vous faites en fait dans la vie ?» Moi, je suis web designer. Ah ouais, ça consiste en quoi? Je crée des sites pour des petites entreprises. Ok, vous êtes payé combien à faire ça? Il dit autour de $500 le site. Donc là, il se dit ok, je préfère être de leur côté que du mien, du comptoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète un ou deux bouquins sur le web design. Bon, il avait un peu joué avec Dreamweaver, si vous avez connu, moi j'avais joué avec aussi dans fin des années 90. Et voilà, donc au culot, il y va. Et son premier contrat qu'il trouve de freelance, c'est pour une boîte, une chaîne à Toronto qui s'appelait Pig. Alors là, je trouvais à peu près l'équivalent. En fait, c'était pour faire un site pour des restos qui étaient spécialisés dans le pulled pork. Donc je sais pas si vous voyez, c'est un peu comme l'agneau de 6 heures, mais version porc. Et ça a été son premier contrat, donc à $500. De là ensuite, ils ont fait quelques autres comme ça. Et à un moment donné, on lui demande s'il peut faire aussi, s'il connaît le JavaScript pour pouvoir programmer aussi, pas faire que la partie design. Bon, là, il bobarde, il dit que oui, bien sûr. On lui propose de faire aussi, de développer des fonctionnalités en JavaScript. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye. Pareil, il achète des bouquins, il essaye. Là, par contre, ça coince, c'est plus compliqué. Donc, il va aller voir un de ses collègues qui, lui, il connaît, qui est développeur. Et il lui propose finalement de partager. Donc pour les $1000 qu'on lui propose de mission freelance, cette fois-ci les missions freelance suivantes qu'il a trouvées, c'était sur un job board de freelance américain. Donc là il se dit $1000, on partage 500 pour moi, 500 pour mon collègue. Et c'est là qu'il commence à découvrir le passage de il était salarié quand il était barista, ensuite freelance quand il a commencé sa carrière de développeur, de web designer. Et ensuite, quand il savait pas faire, comme c'était le cas avec JavaScript, finalement, il a découvert la troisième étape assez classique, c'est finalement de faire travailler d'autres personnes. Donc, pour le dire vite, il apprend à vendre le temps d'autres personnes. Mais là, il découvre aussi le stress de la délégation, c'est-à-dire que il y a des choses là dans le cadre de la programmation, c'est certain qu'il pouvait pas faire mieux que son collègue, mais quand il commençait à déléguer des tâches de web design et que finalement, avec l'expérience, il avait appris à mieux se débrouiller que la moyenne des individus, il avait peut-être de petits trucs, la touche artistique. Là, ça commençait à l'angoisser un peu. Mais au fil des mois, et finalement, ça lui a pris qu'une année, il s'est retrouvé à avoir sa propre agence de web design, et c'est devenu MetaLab. Et si bien qu'autour de l'âge de 22 ans, cette boîte, elle lui avait permis de gagner à peu près $1 million canadiens par an, alors qu'il avait à peine 22-23 ans. Le fait que ça marche, que sa première boîte marche aussi vite, ça aurait été aussi une partie de son malheur ultérieur, c'est que il a l'impression d'avoir tout compris et d'être super doué. Et si bien qu'ensuite, quand il gagnait bien sa vie, et que après avoir pourtant il se payait autour de $500,000 par an, en gros, sa confiance démesurée faisait qu'il incubait plein de boîtes sans vraiment trop savoir comment marchait le domaine. Mais il est vraiment passé par tous les types de boîtes, que ce soit des sites de e-commerce où là il était un peu plus proche de son domaine, mais après il a aussi essayé sur un restaurant, il a perdu au moins $1 million sur le long terme avec ce restaurant, plusieurs entreprises d'édition de logiciels,
Là, il a perdu jusqu'à 10 millions de dollars. Un service de conciergerie, donc vraiment, il tapait dans plein de domaines différents. Et à un moment donné, quand même, dans tout ça, il a réussi, notamment grâce à ses différentes missions de freelance, eh bien, à avoir un site qui est devenu assez viral et qui s'appelait, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'était Clients from Hell. Donc c'était un petit bouquin, un site au départ, c'est devenu un bouquin ensuite, qui recueillait et qui racontait tous les clients galères que vous pouvez avoir quand vous êtes en freelance. Donc les pires clients qui vous demandent des trucs complètement loufoques. Finalement, c'est devenu très viral, c'était sur Tumblr à l'époque, c'était l'ancêtre de Twitter, mais en bienveillant. Donc parmi toutes les boîtes qui marchaient pas, qui lançaient, bon, il y aurait eu au moins ce blog qui a bien marché. Et autour de 2010, il a rencontré les fondateurs de Shopify. Mais à l'époque, ça marchait pas super bien encore. C'était une petite boîte. Et eux, ils lui demandent finalement s'il pourrait pas leur faire des templates, parce qu'il avait commencé à se faire une réputation sur tout ce qui était web design. Bon, ça l'emballait pas plus que ça, mais bon, comme ils étaient sympas, il s'est mis dans le truc, il leur a fait davantage quelques templates. Et de là, au bout du compte, autour de 2010-2011, ça lui a rapporté finalement autour de 10 000 à 20 000 dollars par mois. Donc quand on voit aujourd'hui toutes ces incitations à faire des SaaS, lui, normalement c'est un peu des pièges à gogo. Lui, il a eu plus de chance que pas mal de gens à l'époque. C'est que ça a pas mal marché. Et cette boîte qui a fait des templates pour Shopify, c'est devenu Pixel Union. Alors, je suis allé un peu vite. En 2007, il a quand même vendu son premier business pour près de 7 millions de dollars. Donc il avait touché 3 millions reçus immédiatement. 500 000 dollars, ce qu'ils appellent en earn-out, c'est des compléments qui permettent de garder la main, d'avoir un peu de contrôle sur la boîte. Et 20% en actions, ce qui représentait à peu près 3 millions de dollars et demi. Et donc le soir même, il va consulter sur un DAB le montant qu'il a sur son compte. Et là, il réalise qu'avec 3 100 000 dollars de solde qui voit à ce moment-là, il se dit ça y est, là, maintenant je suis tranquille à vie. Et c'est là qu'il passe à l'état au-dessus, parce qu'il a eu donc il est passé de salarié à freelance, de freelance à agence, d'agence. Et maintenant, finalement, la quatrième étape qui lui manquait, c'était de créer des boîtes, mais de laisser d'autres personnes les gérer. D'ailleurs, des personnes plus douées que lui pour être PDG des différentes boîtes. Et ça, c'était après avoir lu un bouquin de Warren Buffett. Alors quand on voit d'ordinaire ce genre d'histoire, on se dit non, c'est pas possible, c'est trop gros. Là, pourtant, le gars, c'est vraiment l'incarnation de ces fameuses 4 étapes et du fait, évidemment, de laisser de plus en plus la bride sur le coup, finalement, de déléguer de plus en plus de tâches à de plus en plus de monde. Mais étrangement, alors qu'il aurait dû être satisfait, se dire qu'il s'arrêtait là, il a voulu continuer encore davantage à créer davantage de boîtes, à finalement toujours s'enrichir davantage. Et il s'est rendu compte que cet argent supplémentaire, au lieu de le rendre plus heureux, c'est devenu un poids. Alors on va dire, ça ressemble typiquement à un problème de riche. Mais il expliquait qu'en gros, quand il était gamin, il voyait ses enfants qui se battaient souvent à cause de problèmes financiers, de fin de mois. Et c'est là qu'il s'était dit, il faut que je réussisse un jour à avoir suffisamment d'argent pour ne plus connaître ce genre de situation, et en gros pour pouvoir vivre dans l'harmonie. Un peu cette illusion à se dire que, l'argent fait pas le bonheur, ça c'est souvent ce que disent les gens qui en ont suffisamment. Et il pensait que son niveau de bonheur allait s'accroître, allait proportionnel à la masse d'argent qu'il amasserait. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Il aurait dû s'arrêter plus ou moins au moment où, 7 ans après avoir démarré, donc il avait autour de 25 ans, il avait gagné assez d'argent et avait revendu sa première boîte. Et au lieu de ça, il s'est mis à toujours vouloir accumuler davantage, à créer davantage de boîtes. Et finalement, sans jamais retrouver le plaisir qu'il a eu quand il est passé de barista à 6,50$ de l'heure vers freelance, au départ, où il était tout seul, à 60$ de l'heure. Mais ensuite, quand il gagnait davantage, il n'y avait plus du tout le même saut, finalement, la même augmentation de bien-être qu'il a eu au tout début. Et non seulement l'argent n'avait pas changé son niveau de bonheur, mais en plus il s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout le seul dans ce cas-là. Par exemple, il avait acheté une belle maison, il vivait dans un quartier assez cossu, mais il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient des bien plus belles maisons que les siennes et qui pourtant vivaient vraiment dans l'envie. En gros, il expliquait que les 2% de plus riches, ils regardaient avec envie les 1% de plus riches, qui eux-mêmes regardaient les 0,1% de plus riches. Donc à quel moment les gars se sentaient vivre une situation privilégiée, ils ressentaient plus de reconnaissance en pensant à ce qu'ils avaient vécu dans le passé. C'était uniquement une course à toujours gagner plus, et ils se rendaient compte finalement ça ne serait jamais suffisant. Il s'est rendu compte également qu'à investir dans plein de boîtes différentes, dont pas mal qui étaient assez
bon, je dirais pas jusqu'à dire tape à l'œil, mais qui faisait assez bien, qui faisait moderne, mais il s'est rendu compte que ça lui aurait sans doute rapporté autant et peut-être même plus s'il avait investi dans des business chiants. En gros, simplement s'il avait acheté un peu d'immobilier, des actions dans des boîtes très sûres, dans des boîtes pépères finalement, et pas des boîtes mirobolantes dont on parle à chaque fois dans les actus tech. Et il s'est rendu compte également qu'il y avait certains groupes d'individus qu'il valait mieux éviter de fréquenter, sinon il se retrouvait dans un désir mimétique, ce qu'il appelle un mimetic desire, c'est-à-dire que il a réalisé qu'à un moment donné il avait acheté une grosse bagnole, une Porsche, et il se rendait compte que c'était vraiment pas lui, qu'en plus quand les gens le voyaient passer avec sa grosse voiture rutilante et bruyante, les gens devaient se dire que c'était un con, que c'est juste un m'as-tu vu. Pareillement pour quand il était avec des amis qui avaient des montres de luxe, et ben voilà, il se sentait tout d'un coup plus porté à vouloir avoir des montres de luxe, alors que initialement c'était pas son truc. Donc il est sorti de ces groupes finalement où l'argent permet plus d'arrêter de travailler ou d'éviter de faire des choses qu'on déteste faire. Ça permet seulement après de rentrer dans une compétition avec d'autres gens de toute façon qui auront toujours plus d'argent que vous. La seule chose qu'il a pas regretté en achetant sa maison, c'est d'avoir une belle vue. Donc il dit en gros, acheter une maison, on peut toujours acheter une maison 5 fois, 10 fois, 100 fois plus cher, avec du luxe partout, mais en fait, si vous avez une belle vue, ce sera pas forcément une maison extrêmement chère, ça au moins vous la regardez tous les jours, vous vous en lassez pas. Et il a vu la chose vraiment littéralement avec des gens qui avaient des yachts, qui même étaient envieux d'autres personnes qui avaient des yachts avec piscine, ou envieux d'un autre qui avait un sans yacht avec piste d'atterrissage pour hélicoptère. Donc même sur des choses où on a l'impression de se dire, le gars qui a assez d'argent pour avoir un yacht, si c'est son truc, il sera heureux. Non, en fait, il sera malheureux parce qu'il regardera toujours le gars qui a un yacht plus grand, qui a plus de choses, qui a plus de luxe. C'est pour ça qu'il est sorti assez rapidement de ce cercle vicieux. Il a aussi cru à un moment donné, il avait sous-estimé l'effet des marques. Par exemple, il expliquait que vous avez assez d'argent pour lancer, par exemple, si vous avez assez d'argent pour essayer de vous lancer un concurrent de Coca-Cola, vous allez avoir votre propre formule, le goût sera un peu différent, mais il fera penser à ça. Mais en fait, non, les gens, ils veulent leur Coca ou éventuellement leur Pepsi. Et ils seront prêts à dépenser un peu plus que d'avoir votre nouveau produit qui va essayer de le concurrencer, qui de toute façon, il n'y arrivera pas, puisqu'il n'aura pas les reins assez solides niveau marketing. Il lui arrive aussi la chose inverse, en voulant créer un outil de productivité qui lui servait à lui-même et à différents employés de sa boîte. Il a décidé de le commercialiser. Et c'est un produit qui s'appelle, il existe encore d'ailleurs, il s'appelle Flow. Et c'est un produit qui s'est fait concurrencer au bout de quelques années par Asana. Et Asana, c'est un produit de productivité aussi, un concurrent de Jira, qui a été développé par un ancien de Facebook. Et vous voyez tout de suite où je veux en venir, c'est que là, c'est par un gars qui a un très gros carnet d'adresses, qui a un gros réseau. Donc le gars, il s'est fait financer. Au départ, il voyait, leur produit il est moins bien, il a moins d'options, il est moins esthétique, c'est bon, on est tranquille. Mais en fait, il s'est vite rendu compte que les gars, en se faisant énormément alimenter en argent frais, ils arrivaient à rattraper leur retard et ensuite, niveau marketing, ils arrivaient à faire parler d'eux bien plus que lui et de son produit, pourtant sur lequel il avait investi quelques millions de dollars, mais bon, c'était rien en comparaison des dizaines, voire des centaines de millions de dollars dont bénéficiait son concurrent. Il a constaté que quand vous êtes les îles Fidji, faut pas essayer d'envahir les États-Unis. Donc finalement, en ayant une boîte qui a tout de suite marché, qui lui a pas permis d'apprendre des choses qui paraîtraient évidentes sur le coût d'acquisition d'un nouveau client, sur le marketing, des choses comme ça. En fait, il était persuadé, il a dit lui-même au départ, d'être un génie des affaires, et en fait, il s'est vite rendu compte qu'il avait simplement eu un gros coup de chance au départ. Donc sa conclusion, c'est que finalement, milliardaire par rapport à millionnaire, ça vous rapporte pas 1000 fois plus de bien-être, ça vous apporte même parfois des emmerdes supplémentaires. Et il citait le cas d'un de ses amis américains qui, suite à une tuerie de masse, vous savez, aux États-Unis, il y a des tueries de masse toutes les semaines en moyenne. Sauf qu'on nous parle que des plus grosses, celles qui font 2 ou 3 fois plus de victimes que d'habitude. Mais donc, lui et son collègue qui était bien plus riche que lui, il se demandait pourquoi ça l'affectait à ce point-là. Mais en fait, parce que le gars, il était tellement riche qu'il avait ses entrées plus ou moins directement à Washington, et donc il savait que c'est quelqu'un qui essayait, qui militait pour qu'on essaie de limiter la prolifération des armes, ou comment on contrôle un minimum le profil psychologique des gens à qui on vendait, ou qu'on ne vende pas forcément des armes de guerre dans un pays en paix. Et donc, chaque fois qu'il y avait des tueries de masse, son collègue qui, lui, avait un certain pouvoir d'influence, il se sentait mal parce qu'en fait, contrairement à des gens normaux comme nous, on apprend une nouvelle grave à la radio, à la télé, on a de l'empathie,
Mais voilà, après on reprend nos vies, mais des gens qui auraient les moyens de peser, mais ils se rendent compte que finalement ça leur... le fait de rien faire, ça les rend pas forcément complices, mais ils se rendent compte qu'ils pourraient faire quelque chose qu'ils ne le font pas. Et donc ils sentent la chose presque comme un échec personnel. Il y a plein de situations comme ça, ils se rendent compte finalement, il était parti pour une raison erronée vers la chasse, une chasse effrénée vers l'argent, et qu'il aurait pu mieux fait de s'arrêter bien avant. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il donne de plus en plus des œuvres de charité. Il dit pour d'autres personnes, bah, ça pourrait être simplement, bah, je sais pas, si vous avez une fibre artistique, c'est de vous consacrer à l'art. Par exemple, si vous êtes musicien ou poète, bon, c'est très bien que ça vous en vivez très mal. Bah voilà, au moins si vous avez d'abord gagné votre argent, bah après ça vous permet de vous consacrer à quelque chose que vous appréciez. D'autres n'affrontent rien simplement, hein, parce que l'argent leur aura permis bah, de sortir de la roue du hamster finalement. Et il s'est rendu compte que lui, ce qui lui plaisait, c'était de rencontrer des gens, donc il organise régulièrement des événements à destination de gens qui ont créé leur boîte, à tel point qu'il dit que lui se sent par exemple personnellement beaucoup plus proche bah, d'un patron d'entreprise qui a sa petite entreprise de plomberie que d'un riche héritier qui est né dans l'argent, parce que il sait qu'avec le patron d'une entreprise même qui a rien à voir avec la sienne, eh ben voilà, ils auront tout de suite un point commun, un peu comme je vais dire un truc bête, mais un pêcheur breton, il sentira tout de suite plus de points communs avec un pêcheur portugais qu'avec un gars, un trader qui bosse à la défense. Au bout d'un moment, vous vous sentez plus proche de gens qui ont le même genre de type de vie que la vôtre, même si après, c'est pas exactement la même. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de parcours? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.